Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information au sommaire de ce lundi. Point de presse pour le lancement de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement. Thème: notre terre, notre maison et notre futur. Mais tout d'abord, cérémonie de distribution gratuite de sucre au marché du district de Bamako, organisée par le collectif des acteurs des marchés de notre capitale. Cette deuxième édition a permis d'offrir 17 tonnes de sucre à ses adhérents. Reportage Kafouné Batili et Seydou Niari. Le mois de Ramadan est une occasion de prouver sa générosité en venant en aide aux personnes qui nous entourent. C'est dans ce cadre que le collectif des acteurs des marchés du district de Bamako a respecté une fois de plus la tradition en distribuant 17 tonnes de sucre à ses adhérents. Une organisation qui renferme plus de 70 marchés, couvrant ainsi la quasi-totalité du district de Bamako. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour célébrer dans l'Allégas la deuxième édition de distribution gratuite de sucre dans nos marchés, qui continue d'une manière exponentielle à grossir nos rangs. Notre bilan à la date d'aujourd'hui est très encourageant au regard des actions en cours. Il y a eu des informations, il y a eu la sensibilisation pour une grande adhésion à nos identifications fiscales. Il y a eu la recherche des informations, la mise en place progressive des bureaux communaux, la recherche de titres fonciers pour les marchés du district de Bamako. Ces différentes actions se traduisent par l'engouement suscité pour les adhésions au collectif des acteurs des marchés du district de Bamako. Comme l'année dernière, cette année ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire la distribution gratuite de nos cycles à nos adhérents dont le tonnage était à 15 cette année. On procédera à la distribution de 17, soit une augmentation de 2 tonnes. Par ces gestes, le collectif des acteurs des marchés du district de Bamako espère soulager le poids des charges de ses adhérents. Bon, cet après-midi, c'est une cérémonie de distribution de sucre grâce au concours des responsables de cette organisation. Là, nous avons dit qu'il est normal, étant des commerçants, de se rassembler, de s'unir, de cotiser et d'aider ceux qui sont en difficulté dans nos marchés. C'est pour cette raison qui nous a poussé à procéder à la distribution de sucre. Ça avoisine les 9 500 000. Ça fait 17 tonnes. Nous avons 17, l'année dernière c'était 15, cette année c'est 17. Nous demandons grâce à Dieu de nous donner assez de force et d'opportunités, surtout beaucoup de chances pour accroître encore cette donation. L'année dernière, le tonnage de la distribution gratuite du sucre par les collectifs était de 15 tonnes. Cette année, elle a augmenté de 2 pour un coût global de 9 millions de nos francs. Au cours de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire des membres du collectif qui ont disparu. C'est parti pour la 18e édition de la quinzaine de l'environnement qui se tiendra cette année à Mopti. Le temps a été donné ce matin au cours d'une conférence de presse. Reportage à Amadou Kamara et Mohamed Sidibi. Cette conférence de presse est la première activité de la 18e édition de la quinzaine de l'environnement qui se tiendra du 5 au 18 juin 2017 à Mopti. La quinzaine de l'environnement est un événement qui met en exergue 2 dates. Le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement à l'initiative du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et le 17 juin, la Journée internationale de lutte contre la désertification à l'initiative de la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. À chacune de ces dates est attribué un thème évocateur. Celui de la première date est intitulé « Rapprocher les gens de la nature, dans la ville et sur la terre, des pôles à l'équateur ». Quant à la seconde, le thème est « Respect, notre terre, notre maison, notre futur ».
À l'évidence, ces deux thèmes constituent des priorités pour la communauté internationale et notre pays. En effet, la quinzaine de l'environnement est la plus grande campagne de communication pour le changement de comportement en vue de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Vous savez, tant que moi, que le Mali est un pays continental aux 2/3 désertique. Un pays qui a connu beaucoup de problèmes environnementaux. Donc, il s'agit de la dégradation des terres, il s'agit de la désertification, il s'agit de la perte de la biodiversité, il s'agit des érosions, érosion hydrique, érosion éolienne, il s'agit de la pollution de l'eau, de la pollution de l'air, des nuisances sonores, etc., de l'insalubrité d'une manière générale. Face à ces nombreuses difficultés à gérer et ces nombreux problèmes, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait une stratégie d'intervention. Et à ce titre, en 1999, après l'adoption de la politique nationale de protection de l'environnement, nous avons jugé nécessaire qu'il fallait une stratégie d'intervention plus efficace. Et à partir de 2000, nous avons organisé la quinzaine de l'environnement. Cette année, c'est la région de Mopti qui a été choisie pour abriter cette 18e édition qui est placée sous le haut parrainage de l'honorable Isiaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale. Rappelons que cette activité s'inscrit dans la continuité de celle déjà menée à Ségou, Sigasso et Kaye. Le centre de formation pratique forestier Jean-Digui Keita de Tabakoro abrite une session de formation sur le recyclage des agents ruraux forestiers, thème climat et résilience des ressources naturelles et des personnes qui en dépendent. Ils sont 25 participants à prendre part à cet atelier de formation organisé par le programme de gestion décentralisée des forêts GEDEFOR. Financé par la Suède à hauteur de plus d'1 francs CFA, le GEDEFOR a pour objectif de contribuer à la gestion décentralisée des ressources forestières en vue d'assurer la durabilité de celles-ci dans un contexte de changement climatique. Les ressources forestières et fauniques s'amenuisent de façon draconienne suite aux effets conjugués, en tout cas de l'homme, et aux effets des changements naturels et climatiques. Parmi ceux-ci, on peut citer la forte utilisation du bois et du charbon, le défrichement agricole, la pression pastorale, les feux de brousse, la non-application des textes réglementaires, les effets néfastes des changements climatiques, l'orpaillage, la recherche minière, j'en passe. À cela, il faut ajouter l'insuffisance de l'effectif des agents ainsi que leur faible capacité et compétences face aux défis mentionnés ci-dessous. La représentante de l'ambassade de la Suède a mis l'accent sur les conséquences désastreuses du changement climatique sur l'environnement. En effet, les changements climatiques menacent déjà les systèmes écologiques, sociaux, alimentaires et les moyens d'existence partout dans le monde. Partout dans le monde, de nombreux écosystèmes terrestres ont atteint un point de non-retour ou d'épuisement critique sollicité par la forte croissance démographique et le développement économique. Le Mali, pays sahélien, n'échappe pas à cette réalité. En 2100, si les modes de consommation et production actuels restent inchangés, d'après la contribution déterminée et nationale du Mali, les températures moyennes annuelles pourraient augmenter de 2 degrés, tandis que les pluviométries annuelles baisseraient 23%. Cela pourrait avoir des conséquences drastiques sur les populations pauvres et vulnérables, et faibles revenus, et surtout les systèmes de production. Selon la coordinatrice du programme, cette session devrait permettre aux participants de consolider les acquis et de renforcer les capacités visant à lutter contre la déforestation et le changement climatique. À l'issue de cette session, il est attendu des participants d'abord un renforcement de leurs compétences. Donc les participants d'aujourd'hui, parce que c'est en session, comme on l'a dit, 48 sessions en tout. Alors les participants qui bénéficient de ce programme de recyclage doivent être capables, en tout cas, de comprendre les thématiques, doivent être capables de transmettre ces thématiques à d'autres qui ne sont pas là et de corriger, d'améliorer leur quotidien
à travers cette thématique-là. Donc, de renforcer nos compétences pour améliorer nos pratiques de tous les jours à l'endroit des ressources naturelles. Les participants sont venus de plusieurs structures de la Direction nationale des eaux et forêts et espèrent être mieux outillés afin de mener à bien leur mission. Voyons à présent ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Début de la course à la présidentielle au Kenya, dimanche, la commission électorale a livré les certificats de nomination à 3 candidats. Parmi eux, Raila Odinga, qui représente la coalition de l'opposition NASA. Il a donc officiellement entamé sa campagne et plusieurs centaines de supporters de l'opposition sont venus se rassembler devant le centre de conférence de Nairobi pour assister à la sortie de leur leader. Au cœur de la campagne de l'opposition, le coût de la vie. La NASA demande à ce que les résultats finaux de l'élection présidentielle soient annoncés au niveau des circonscriptions et non au niveau national. Une mesure contraire à la loi selon la commission. 29 mai, journée internationale des casques bleus des Nations Unies. L'ONU a choisi comme thème investir la paix à travers le monde pour cette journée internationale. L'organisation onusienne veut rendre hommage à son personnel civil, policier et militaire pour sa contribution inestimable au travail. En outre, la mémoire de plus de 3500 casques bleus qui ont perdu la vie sous le drapeau des Nations Unies depuis 1948 a été honorée. Si le travail abattu par les casques bleus est apprécié à travers le monde, il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont sous le feu des critiques principalement dans les affaires de viol et d'abus sexuels. À ce jour, l'ONU intervient dans 16 opérations sur 4 continents à travers le monde. Cependant, plusieurs missions sont en train de connaître une fin. Dimanche 28 mai, cela faisait 100 jours qu'Adama Barrow est entré en fonction en Gambie. Le 18 février dernier, il prêtait serment dans son pays après une première cérémonie lors de son exil à Dakar. Il avait alors lancé « La Gambie a aujourd'hui changé pour toujours ». Lors des élections parlementaires, les Gambiens l'ont préféré, lui et sa coalition, au parti du dictateur Yaya Jammeh. Malgré tout, après un peu plus de 3 mois au pouvoir, tout reste encore à prouver. Finalement, le plus gros changement, c'est cette liberté d'expression retrouvée. Une liberté que les Gambiens n'hésitent pas à utiliser pour commencer à critiquer leur nouveau gouvernement, à leurs yeux un peu trop lent. En Afrique du Sud, un nouveau week-end délicat s'est achevé pour le président Jacob Zuma. Le sort du chef de l'État a de nouveau été discuté au sein du comité exécutif de l'ANC, qui réunit 107 dirigeants du parti. Une fois de plus, le président sud-africain a échappé à une motion de défiance soutenue par plusieurs cadres du parti au pouvoir. L'ANC a simplement annoncé une conférence de presse ce lundi après-midi, mais les attaques se multiplient contre Jacob Zuma. Dimanche, la presse dominicale sud-africaine s'est fait l'écho d'une série d'émails compromettants qui suggèrent entre autres que le président Zuma aurait cherché à préparer un plan de sortie vers Dubaï s'il était forcé de quitter l'Afrique du Sud. L'authenticité de ces documents n'est pas prouvée et leurs sources restent inconnues. CAN U-17 pour la première fois dans l'histoire de cette compétition. Le champion en titre a conservé sa couronne. Vainqueur à Niamey en 2015, le Mali a renouvelé son exploit en montant sur la plus haute marche du podium de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Gabon 2017. Lors de l'ultime rencontre, les Aiglons ont battu les Black Starlets du Ghana par le minimum d'un but à 0. Devant une foule enthousiaste, la troupe de Jonas Comblan, très déterminée, a pris le match à bras le corps. Sa paire d'attaquants Sémé Camara et Adji Dramé en a fait voir de toutes les couleurs à la défense ghanéenne. Et à la 22e minute, à la suite d'un pénalty repoussé par les gardiens d'Alam Ibrahim, Mamadou Samake a profité d'un rebond favorable pour transpercer la cage ghanéenne. 10 minutes plus tard, deuxième pénalty en faveur de notre main. Cette fois, le portier a été plus chanceux en dégageant les ballons. Le Mali a poursuivi sa domination et a bien failli doubler la mise au début de la seconde période. Seul devant le but vide, Sémé Camara expédiait le ballon au-dessus de la transversale. Le jeu est alors devenu plus équilibré, mais les Maliens ont tissé une toile infranchissable devant les assauts ghanéens jusqu'au coup de sifflet final. Ainsi, le Mali conduira la troupe africaine à la Coupe du Monde de la catégorie au mois d'octobre et rejoint aussi au palmarès le Nigeria, Ghana et la Gambie, lauréats 2 fois de la CAN U-17.
Tirage au sort de la phase finale de l'Afro-Basket Dames. Ce championnat d'Afrique des Nations féminins aura lieu du 18 au 27 août prochain à Bamako. Voyons quelques réactions. À l'endroit de la jeunesse africaine, c'est que Bamako va être la capitale du basketball féminin au mois d'août. Je pense que tout le monde est invité à Bamako pour accompagner ce boom, ce développement du basketball féminin. Parce que ici, ce qui est sûr, c'est les 12 meilleures équipes de la zone Afrique qui vont se retrouver à Bamako. Comme on le sait d'habitude, les Maliens, les Bamakois surtout, le Dialtigia qui a été développé autour de l'espace sportif va avoir droit à tout qu'aujourd'hui Bamako sécuriser les infrastructures réalisées que sont la salle Modibo Keïta, la salle Abdallah Maman Haïdara et la salle Salamatou Maïga. Je pense que c'est des infrastructures qui méritent du moins l'affluence du grand public bamakois autour de ces événements. Non, le sentiment que d'abord il faut dire félicitations et merci à la Fédération malienne de basketball et au ministère des Sports. Et puis je pense que les groupes ont été faits comme par hasard, les groupes sont équilibrés, c'est une bonne chose. Et je crois que à partir de ce moment, le championnat risque d'être vraiment intéressant. Je pense que tous les matchs seront importants pour chaque équipe dans les deux groupes. Et nous aurons probablement une belle finale. Voilà ce que je peux dire. Oui, le Mali est vraiment prêt. Le Mali nous montre, nous sommes en relation vraiment très étroite avec le Mali. Le Mali est un pays de basket. Actuellement, je crois que c'est le pays le plus huppé en basket en Afrique. Je crois que c'est le pays qui organise le plus, c'est le pays qui est présent partout. Donc c'est le numéro 1, sincèrement. Donc je pense que oui, ils sont prêts. Une grande responsabilité qui m'est confiée comme ça. Je pense qu'en toute modestie, si au niveau du département, le choix a été porté sur ma modeste personne pour présider cette commission nationale d'organisation de l'Afro-Basket 2017, Afro-Basket senior féminin, c'est à la fois un honneur et beaucoup de responsabilités pour moi. Donc je mesure avec beaucoup de responsabilités cette mission qui m'est confiée. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que je préside une commission. Au sein de la commission, il y a plusieurs compétences. Il y a des responsables de la Fédération malienne de football, il y a le mouvement sportif et il y a aussi des compétences du ministère des Sports. Donc ensemble, nous allons tout mettre en œuvre pour relever les défis de l'organisation. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.